soit une fonction intégrable sur l'intervalle fermé 0, 1, continue au point x égale 0, on pose f de h vaut l'intégrale de 0 à 1 de h sur h carré plus x carré f de x dx. H positif, h étant un paramètre positif, strictement positif. Voilà. Donc on a une intégrale ici, voilà, dans l'intervalle, voilà, sur un intervalle 0, 1. Voilà. Elle est continue au point x égale 0. H étant un paramètre, et la fonction f de h, h étant le paramètre, c'est h sur h carré plus x carré fois f de x dx. Alors il faut démontrer que la limite quand x tend vers 0 de f de h vaut pi demi fois f0. Pi demi fois f0. Alors, comment établir cette démonstration? Alors, la première des choses à voir, c'est que, bon, ici, on a affaire à de la topologie. Bon, je vais bien réécrire tout ceci. Ou alors revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Ah. Bon, alors, je vais écrire tout complètement. Pas de problème. Bon, donc c'est des notions de topologie, donc de limite continuité. Ben, en plus de ça, ça fait intervenir le calcul intégral. Donc, vous voyez que c'est de la topologie. La topologie demande des connaissances dans beaucoup de choses avant d'entamer quoi que ce soit comme exercice de topologie. Donc, dire que la limite quand x tend vers x0, bien sûr, différent, hein, x étant différent de 0, x0, de f de x égale à limite donc L. Que signifie ceci au niveau topologique? C'est quel que soit epsilon appartenant à R plus 0, bon, ça veut dire c'est la même chose que de dire epsilon positif. Étant donné un epsilon, une valeur epsilon aussi petite soit-il, il existe un delta appartenant aussi à R plus 0, delta étant strictement positif, tel que si je prends x moins x0 plus petit que delta, ça va entraîner que f de x moins L est plus petit que epsilon. Alors, cette définition ne permet pas de trouver la limite. Hein, je vous le dis, c'est pas, voilà, c'est une définition de topologie, ça. Voilà. Je verrai après comment ça se passe avec ça. Donc ici, la fonction est continue parce que la limite existe. Hein. Elle vaut L au point x0. Donc elle est continue au point x0. Alors qu'est-ce que c'est que x moins x0 ici, tout d'abord? C'est un intervalle. C'est juste écrit sous forme de valeur absolue. C'est le x là. Ben, il est compris entre x0 plus delta et x0 moins delta. Pour celui-ci. Donc c'est une autre écriture
que le x est compris entre x0 plus delta et x0 moins delta. Attention que le x doit être différent de x0. Hein. Voilà. Et pour le f de x moins L, plus petit qu'epsilon, ben, f de x, ben, il est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Ah. C'est-à-dire, je reprends dans un graphique, je vais refaire le graphique, il a été fait, mais... Vous avez un x, l'axe des x, l'axe des y, la fonction, le point x0, f de x0, alors étant donné un nombre epsilon, quel que soit epsilon appartenant à r plus 0, il existe delta. Delta existe. Quel que soit... Alors, c'est un intervalle ouvert. Hein. Voilà. Là, on a la valeur x0 plus delta. x0 moins delta. Je rappelle que delta est strictement positif. Donc, le delta, c'est ça. Là aussi, on a un intervalle ouvert aussi. Là, on a f de x0. La valeur ici, c'est... Alors ici, je vous rappelle que f de x0, ça fait L. Donc on aura L plus epsilon. L moins epsilon ici. Bon, epsilon, c'est ceci. Ouais, qui est positif aussi, strictement positif. Ou ça. Voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est comme le delta, il est... Voilà, c'est un nombre positif qui définit l'intervalle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cette définition topologique de limite en un point, quand vous prenez un intervalle autour de x0, ben, ça entraîne qu'il y a aussi un intervalle autour de L. Quand on a un intervalle autour de x0, ben, on s'est trouvé un intervalle autour de L. Donc, si vous prenez une valeur x différente de x0, aussi petite soit-il, on sait toujours trouver, on sait toujours être proche. Voilà, plus vous allez descendre, plus vous allez prendre petit cet intervalle, plus le delta, bien sûr, sera petit, et plus vous allez tendre vers L, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Quelle que soit la valeur x autour de x0, vous savez toujours trouver un intervalle. On va dire ça comme ça. C'est des définitions, voilà, dans les nombres réels. Hein, c'est de la topologie. Plus on se rapproche de x0, plus on va se rapprocher de L. Donc vous prenez un intervalle aussi petit soit-il, ben, vous allez trouver un intervalle aussi petit soit-il de L. Enfin, bien sûr, il faut le trouver sur... Vous prenez un intervalle sur x, aussi petit soit-il se rapprochant de x0, bien sûr, eh bien, vous allez trouver un intervalle aussi petit soit-il se rapprochant de f de x0. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le but c'est de ne pas calculer la limite. Hein. C'est pas comme ça qu'on calcule la limite. Hein. Ça, c'est pour vous dire que voilà, c'est une notion intuitive, topologique, des notions de limite, tout simplement. Alors, par exemple, ici, j'ai mis un exemple. Je vais le refaire, c'est pas un problème.
Non, simplement, c'est la limite quand x tend vers 2. Je vais effacer ceci. Je vais le réécrire complètement, hein, bien sûr. C'est un exemple. Supposons qu'on demande de calculer la limite quand x tend vers 2. De 2 de x carré moins 5x plus 6. Le tout sur x moins 2. Alors, le but, c'est pas de calculer la limite, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, je vais quand même la calculer, cette limite-là, pour vous dire qu'elle vaut moins 1. Mais le but, c'est pas de calculer la limite. Donc, je vais mettre en résultat directement le calcul de limite. Hein. Le but, c'est voilà, de montrer un petit peu que la limite existe. Voilà. Qu'elle vaut, voilà, on s'approche de 2. Alors, je vais déjà d'abord calculer la limite. La limite quand x tend vers 2, ben, ça fait 2 au carré moins 5 fois 2 plus 6. Sur 2 moins 2. Ce qui fait 4 moins 10 plus 6 sur 0. Ce qui fait 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Je peux le faire par l'hospital. Je dérive. Ça fait 2x moins 5 sur 1. Voilà, et je remplace par 2. 2 fois 2, 4. 4 moins 5, ça fait moins 1. Voilà. Donc la limite, elle vaut moins 1. La limite vaut moins 1. Bon. On sait bien qu'elle vaut moins 1. Bon, elle a été calculée. Bon, maintenant, je vais prouver que la limite existe. Que la limite existe. Alors, je vais pratiquer la définition, quel que soit epsilon appartenant à R plus 0. Définition qui est ici. Quel que soit epsilon appartenant à R plus 0, c'est-à-dire epsilon positif, il existe delta appartenant à R plus 0, tel que x moins x0 soit plus petit que delta f de x plus petit que L. Soit, voilà, plus petit que epsilon. Donc, ici, je vais le refaire ici aussi, hein. Je vais tout refaire. Bon, ben, on écrit la définition, quel que soit epsilon positif, il existe delta, positif aussi, strictement positif. Attention que c'est strictement positif, hein. Epsilon strictement positif, delta strictement positif, qui vont définir vos intervalles. Voilà, voilà, ça définit les intervalles. Donc, quand on a un intervalle, enfin, il existe delta positif, strictement positif, et il existe un intervalle x moins x0 plus petit que delta, c'est-à-dire on est compris entre, vous prenez un x compris entre x0 plus delta et x0 moins delta, donc c'est-à-dire vous prenez un intervalle, aussi petit soit-il, sur x vous allez vous rapprocher de x0, eh bien, ça va entraîner que comme la limite existe, eh bien, f de x moins L, ça c'est au niveau des y, soit plus petit que epsilon. Alors, bien sûr, le delta existe. Hein. Le delta existe. Il faut démontrer l'existence de delta. Il faut montrer l'existence de delta. Bah, on va montrer l'existence de delta. Alors, si il existe delta, tel que x moins x0, mais x0 c'est la limite quand x tend vers 2, parce que je cherche la limite quand x tend vers 2 ici. Donc l'ex0 vaut 2. Soit plus petit que delta, et le f de x moins L doit être plus petit que epsilon. Ça entraîne que ce soit plus petit qu'epsilon. Si c'est vrai, la limite existe. Si c'est vrai. Eh bien, le f de x, on l'a, puisque le f de x, c'est x moins 5x plus 6 sur x moins 2. Alors, je vais le recopier. Voilà, ça c'est le f de x. Moins L, mais la limite je la connais parce qu'elle vaut moins 1.
L, il vaut moins 1. Voilà, la limite, elle a été calculée. Il n'y avait pas besoin de la calculer, c'est pour vous dire que la limite existait. Moins 1. Le tout, c'est de prouver que la limite existe, c'est tout. Mais ça ne calcule pas la limite. Mais je l'ai quand même calculé, pour montrer que la limite existe. Hein. Alors, ici, moins L, c'est moins 1. Donc, ce qui veut dire que, voilà, vous avez plus 1. Comment par moins, ça fait plus. Plus 1. Alors, tantôt, on avait un 0 sur 0 parce que on a x moins 2 qui est au-dessus. Alors, je peux vous dire que c'est x moins 2 fois x moins 3 sur x moins 2. Je décompose comme ceci. Plus 1, c'est x plus 2, c'est x moins 2 sur x moins 2. Ouais, j'ai même pas besoin de faire... voilà, parce qu'ici, ils vont se simplifier. Voilà. On aura valeur absolue de x moins 3 plus 1, ce qui fait x moins 2. X moins 2 plus petit que epsilon. Alors, quand est-ce qu'on a... il existe un delta. Que vaut ce delta? Ben, il suffit de choisir. Si on choisit delta égale epsilon, ben c'est vrai. C'est vrai. Donc, on peut dire que quel que soit le epsilon, quelle que soit la valeur aussi petite soit-il, ben, si on choisit un delta qui vaut epsilon, ben, on a x-2 plus petit que si je choisis un delta, puisqu'on sait bien qu'il existe, et je choisis minutieusement tel que delta soit égal à epsilon, ben on s'est trouvé que x-2 plus petit que delta entraîne x-2 plus petit que epsilon, avec delta égale epsilon. Donc on peut dire que la limite existe parce que c'est vérifié. Alors on l'a choisi méticuleusement pour pouvoir le prouver. Pour pouvoir le prouver. Bon. Et donc pourquoi j'ai fait cet exercice là? Parce que ça va être la même chose pour ça. C'est un petit peu la même chose. Alors avant toute chose, ce que je vais faire, je vais décomposer la fonction, voilà, en ceci. Alors je décompose f de x. Ce f de x, je vais le décomposer en f de 0 et g de x. Alors, attention qu'ici c'est un paramètre, hein. H est un paramètre, H étant un paramètre, et H carré étant un paramètre. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que G est intégrable dans l'intervalle 0, 1. G est intégrable dans l'intervalle 0, 1. Alors, pourquoi faire ça? C'est justement pour s'appuyer, pour trouver la réponse. Parce que, bon, sans faire ça, c'est difficile de décomposer. On va travailler par décomposition ici. Alors, ici, je viens de montrer des exercices de topologie ici, mais ici, c'est adapté, bien sûr, avec une intégrale dedans. Donc, il faut tenir compte de l'intégrale. Vous voyez que votre intégrale qui va de 0 à 1, elle est intégrable de 0 à 1 sur l'intervalle fermé 0, 1. Et donc, on demande justement l'intégrale entre ces bornes. Ben, pour ça, il faut décomposer le problème. Voilà, f de x en f de 0 et g de x. Alors, ici, on pose f de x égale f de 0 plus g de x. L'intégrale, on calcule l'intégrale de 0 à 1, entre les bornes de 0 à 1, de f. Ben, donc, il faut dire f, comme je l'ai décomposé en f de 0 et g de x, ben, il faudra faire deux intégrales. C'est normal parce que vous décomposez. Alors, je calcule l'intégrale du à f de 0.
qui est I1 et l'intégrale de g de x qui est I2. Donc on a deux intégrales. Voilà, donc I1, donc f de h est décomposable en deux intégrales, toujours de 0 à 1. 0 à 1. Voilà, l'un avec f de 0 et l'autre avec g de x. Alors ici, il y en a une qui est facile à calculer, c'est celle de f de 0. Voilà, voilà, parce que je vous rappelle qu'ici f de 0 étant une valeur. Hein. Ceci c'est f de 0, c'est une valeur. Sachant qu'aussi h est un paramètre. C'est un paramètre strictement positif. Hein. Je rappelle que h étant strictement positif. Voilà. Donc, le f de 0, je le sors du signe d'intégrale, parce que bon, c'est une valeur. Et là, on a l'intégrale de ceci, qui fait arc tangente de x sur h. Alors, je peux la calculer, c'est pas un problème. L'intégrale de h sur h carré. L'intégrale de h sur h carré plus x carré, différentiel de x. F0 étant une constante qui sort du signe primitif. Ben, ici, je vais diviser par h carré. On aura 1 plus x sur h au carré. Donc on a 1 sur h, bien sûr avec le primitif, bien sûr dx, par rapport à x, et je pose u égale x sur h, du égale 1 sur h dx, qui veut dire que h du est égal à dx. Donc j'aurai h du sur 1 plus u carré. Donc là vous voyez que ça va tomber, et il va rester arc tangente de u. Mais arc tangente de u, c'est quoi? C'est arc tangente de u, j'ai posé x sur h. Voilà. Donc on a l'arc tangente de x sur h fois f0 plus l'intégrale de du restant de g plus l'intégrale de g. Alors l'intégrale de g, c'est celle-ci. Hein. Voilà. Donc c'est celle-là, c'est celle-là, je la recopie. C'est toujours la même chose, avec h strictement positif. Bon, j'ai juste recopié ça, parce que je me suis intéressé à la première partie. Ça, c'est la partie 2. C'est l'intégrale I2, ça. I2, I2, I2. Ce que j'ai fait, c'est juste travailler l'intégrale I1. I1, voilà, I1. Je n'ai que fait que le travail de I1 pour me rendre compte que c'est un arc tangent de x sur h. Alors ici, ouais, je vais le refaire aussi. Si je reviens en arrière, je m'intéresse à f de h qui a été trouvé. J'ai une partie de l'intégrale. J'ai une partie de l'intégrale, donc je vais m'intéresser. Maintenant, il faut voir ce qu'on recherche aussi. Il ne faut pas oublier de regarder ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Je vais en arrière. Ben, on sait déjà que si, il faut démontrer que la limite quantique tend vers 0 de f de h fait pi demi fois f0. Pi demi fois f0. Bon, justement, on regarde après ça. Qu'est-ce qui était calculé ici? Voilà. Il faut démontrer que la limite quantique tend vers 0 de f de h. F de h, je rappelle ce qu'il est ici. C'est égal à pi demi fois f de 0. Or, celui-ci, quand h tend vers 0, ben, on a arc tangente
de non. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1. Ouais, j'ai oublié mes bornes. J'ai oublié de m'écrire mes bornes. Quand la limite quand x tend vers 0 de pi demi fait 0. Mais j'ai oublié d'écrire mes bornes derrière. Donc il faut que je fasse ici. J'ai oublié mes bornes. Effectivement, c'est 0, 1. Mais là, je dois remettre mes bornes. C'est 0, 1. C'est-à-dire, ici, c'est toujours 0, 1. Donc, c'est-à-dire, c'est f de 0 fois arctangente de 1 x valant 1 moins arctangente de 0 sur h. Alors, arctangente, ça fait 0. Arctangente de 0, ça fait 0. Il va rester arctangente de 1 sur h. Mais avec h tendant vers 0. On fait tendre h vers 0. En faisant tendre h vers 0, je rappelle que la fonction est continue en 0 et qu'on recherche la limite quand x tend vers 0. Alors, quand h tend vers 0, voilà. Quand h tend vers 0, on a 1 sur 0. 1 sur 0, ça fait l'infini. Arctangente de l'infini, c'est pi demi. Donc, effectivement, on a bien pi demi fois f de 0. Pour lequel? Pour l'intégrale 1. Donc, et moi, ce que je dois démontrer, c'est, voilà, ici, que la limite, quand x tend vers 0, de f de h fait pi demi f0. Or, déjà, celui-ci fait déjà pi demi f de 0. Celui-ci, il fait pi demi f de 0. Et je dois démontrer ceci. Donc, ce qui veut dire que il faut démontrer que celui-ci fait 0. 0 plus pi demi f0, ça fait pi demi f de 0. Et donc, tout va se ramener à l'existence d'une limite, voilà, qui vaut 0. Alors, on va calculer ça. Alors, pour ça, il faut démontrer que la limite fait 0. Alors, ici, je vais réécrire. Donc, ça, c'est l'intégrale I2. C'est I2. Donc, c'est I2. Donc, il contient G de X, donc c'est I2. C'est la partie I2. Là, ici. Donc, je vais m'intéresser à I2. Et démontrer que ça fait 0. Ça fait 0 quand h tend vers 0. Bon, on va y revoir ça. Et là, c'est là que je vais chercher les notions topologiques que j'ai vues au départ. Donc j'avais donné un exercice ici. Hein, j'avais défini les notions topologiques que voici. Hein, qu'est-ce que c'est que limite quand x tend vers 0? Alors ici, x tend vers 0, c'est 0. Et le L, il tend vers 0 parce que G de h ici, enfin I2, je m'excuse, I2 vaut 0. I2 vaut 0. Donc la limite, ce sera 0. Quand h tend vers 0. Pour la fonction I2, l'intégrale I2. Bon. Eh bien, on va adapter ça ici. Voilà. Ici. Donc, on va écrire que quel que soit epsilon strictement positif, il existe delta strictement positif tel que x moins x0 plus petit que delta
entraîne que f de x moins L plus petit que epsilon. Bon, mais le x0, l'x0, voilà, c'est quand x tend vers 0 ici. C'est quand x tend vers 0, donc ici, on aura x plus petit que delta. Et la limite, ben, la limite, elle doit tendre vers 0. Donc, la limite, elle vaut 0. Alors, il ne s'agit pas de f de x ici, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de f de x ici, et puis tout simplement d'un g de x. C'est de g de x, je parle de g de x là. Donc, en d'autres termes, je vais réécrire, voilà, si j'écrivais ceci, bon, l'écriture est toute faite ici, c'est que quel que soit epsilon strictement positif appartenant à R plus 0, si vous voulez, il existe delta strictement positif, c'est-à-dire appartenant à R plus 0, tel que... Alors je viens de vous dire que là c'est la valeur absolue de x, moins 0, ça fait x moins 0, ça fait x. La valeur absolue de x doit être plus petit que delta. Et f de x qui est g de x ici, moins L c'est 0 aussi, doit être plus petit que epsilon. Voilà. Bon, ici je vais même aller beaucoup plus loin, donc je rappelle que ici la valeur absolue, c'est un intervalle. Hein. Voilà, c'est simplement, on met en valeur absolue, mais ce sont des intervalles. Donc c'est-à-dire que x doit être compris entre delta et 0, et je vais même aller beaucoup plus loin, il peut être égal. Je vais même aller beaucoup plus loin. Donc il peut être égal. Voilà. Et ça, ça doit entraîner que c'est plus petit que g de x. Et si on a ça, ben, effectivement la limite existe. La limite existe. La limite existe. Et tendra vers L. Ça tendra vers L qui vaut 0. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc si on arrive à démontrer ça, ben, je veux dire, le tour est joué. Alors n'oubliez pas que bon, je suis en train de regarder pour g de x. Je vais faire une remarque sur g de x. Enfin bref. Je voulais faire une remarque sur g de x, mais enfin bref. Voilà. Alors, donc je vous rappelle que g de h, ici, g de h, je vais le décomposer. Je vais le décomposer. Alors, je le prends en valeur absolue. C'est g de h. On va aller de 0 à delta et de delta à 1. Alors, je rappelle que bon, elle est intégrable sur 0,1. Alors, pas confondre g de h et f de h. Hein.
ça c'est f de h. Alors f de h était composé de une intégrale I1 et une intégrale I2. Mais maintenant, moi je traite l'intégrale ici, I2, qui est G de h. Je vais traiter ceci. Je vais traiter G de h. Et démontrer que la limite existe et qu'elle voilà, elle tend vers 0. Voilà. Et c'est ça que j'ai marqué. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est de mettre une valeur absolue. Non, ici, il n'y a pas de valeur absolue, j'ai rien dit. Simplement, je définis un majorant. Allez. Donc, n'oubliez pas que, bon, je vous ai remis la définition ici de l'existence d'une limite. Et ici, c'est une limite qui tend vers 0 parce que g de x, on a g de x moins 0. G de x moins 0. Donc, le L, il vaut 0. Et donc, je vais décomposer ici l'intégrale 0,1 de G de H en deux parties. De 0 à H, enfin de 0 à delta et de delta à 1. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher un majorant de voilà, la valeur absolue de G de X sur bien sûr l'intervalle 0,1. Alors en décomposant comme ça, j'aurai en dessous de 0 delta et au-dessus de delta 1. Donc j'aurai en dessous de 0 delta et au-dessus de delta. En dessous de delta, c'est-à-dire de 0 à delta, et au-dessus de delta, de delta à 1. Alors ici je prends un majorant. Attention qu'ici c'est le Y. Hein. C'est le Y, c'est un majorant des Y, pas un majorant des X. Majorant des X c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est tout ce qui est au-dessus de 1. Tout ce qui est au-dessus de 1 est un majorant de 1. Voilà. Mais ici, moi, je ne parle pas des X, je parle des Y. C'est un majorant de G de X qui n'est pas connu. G de X n'est pas connu. Donc, on prend un majorant. C'est une vue fictive voilà, d'une valeur qui serait plus grand que voilà, la fonction G de X pris en valeur absolue. On prend un majorant. Alors, si vous prenez un majorant que vous avez décomposé, sur l'intervalle 0,1, ben, on peut parler en termes de, voilà, ici, d'epsilon de 0 à 1 pour G. Voilà. Et pour le dessus, on aura M. Alors je rappelle que si c'est H carré plus X carré, et le G de X, il est majoré. Le G de X ici, il est majoré. Voilà, le G de X, il est majoré ici. Par un majorant. Alors, ici, c'est une valeur proche de 0, epsilon. Hein. Là, on est proche de 0 pour epsilon. Et là, c'est un majorant voilà, de G. Donc, j'ai juste remplacé G par epsilon d'un côté. Et alors, bien sûr, comme c'est un majorant, et là-bas, on a pris une valeur très, très petite, et là, une valeur qui majore G de X, et cet epsilon, il peut tendre vers 0, voilà, eh bien, ça devient, c'est plus égal, mais plus petit ou égal. G de H, pris en valeur absolue, est plus petit, du fait qu'on a pris un majorant voilà, de G. Donc dans l'intervalle 0 delta, on remplace G par une valeur epsilon tendant vers voilà. Alors delta est petit aussi. Hein. Si delta est petit, epsilon est petit. Hein. Voilà. Et de delta à 1, ben voilà, on prend un majorant de G. Donc la fonction G de H prise en valeur absolue est plus petit ou égal à ce que vous voyez là. Alors, je vais calculer ici
j'ai toujours h carré plus x carré, on a toujours ceci. Hein. Ça, je fais que recopier ce qui a été derrière. Voilà. Et donc là, vous reconnaissez l'arctangente. L'arctangente de donc le epsilon, c'est une valeur, aussi petite soit-elle, qui sort du signe primitif. Voilà, donc je l'ai sorti. Et alors il va rester la primitive de h sur h carré plus x carré. Mais ça, vous connaissez, parce que je l'ai calculé tout à l'heure. C'est l'arctangente de x sur h. C'est l'arctangente de x sur h. Mais pris entre les bornes, delta 0. C'est-à-dire que vous avez arctangente de x sur h entre les bornes 0 delta. Ben, l'arctangente de 0, ça fait 0. Mais là, pour l'arctangente de delta, il faut remplacer par delta. Donc vous allez avoir epsilon arctangente de delta sur h. Alors, je vous rappelle ce qu'on recherche. Hein. Je n'ai pas fait ça pour rien ici. C'est parce qu'on recherche un epsilon. Hein. Comme l'exercice ici, qu'est-ce qu'il disait? Ben, une fois qu'on a démontré que pour un choix d'un delta bien défini, bien correspondant, ben on pouvait trouver, pour démontrer que la limite existe, attention qu'on ne calcule pas la limite, on démontre qu'elle existe, eh bien, il faut juste, voilà, pour un choix de delta donné, ben, ça doit répondre à une définition bien précise. Et une fois qu'on a ça, on sait bien que la limite existe. Or, moi je sais bien que c'est ça en 0 parce que dans le cadre de l'exercice avec G de H, ben, j'ai remplacé L par 0. Donc la limite va tendre vers 0, c'est ça que je veux dire. Donc c'est ça qu'il faut démontrer. C'est ça qu'il faut démontrer. Et donc, pour l'instant, on en est là. Voilà, ici. Donc là, ça fait arctangente de arctangente de delta sur H. Alors là, il suffit de faire l'intégrale de dx, ça fait x, et remplacer par les bornes 1 delta. Donc on aura 1 moins delta. Alors le h tendant vers 0, il est évident que voilà, le h tendant vers 0, le h carré vaudra 0. Voilà. Par contre ici le x carré, je dois le remplacer par delta. Donc j'aurai, normalement on aura hm, le h valant 0, enfin tendant vers 0, où il est très petit, c'est quelque chose de très petit. H étant très petit, ou tendre vers 0, donc le h carré ça fera tendra vers 0, donc il suffira de remplacer le x par delta. Donc on aura hm sur delta carré. Alors celui-ci, il est connu. Hein. Si h tend vers 0, il va tendre vers delta sur 0, ça fait l'infini. Arctangent de l'infini, c'est pi demi. Alors, celui-ci, il y a encore une somme. Delta, s'il est très petit, ben on aura hm sur delta carré. Voilà. Donc, on aboutit à ceci. Epsilon fois arctangent delta sur h donne pi demi, plus hm sur delta carré. Et avec h très petit, si on prend un h très petit,
Donc on peut choisir, voilà, ici le choix il est défini. Si on prend le- un H assez suffisamment petit, pour que l'on ait, bien sûr ici, pi demi, c'est 3/14 fois epsilon. Voilà. Attention que 3/14 divisé par 2, je vais regarder la machine. Alors si le H est petit, celui-ci va tendre vers 0. Si le H est petit, celui-ci va tendre vers 0. Si le H est petit. Voilà. Alors, si le H est petit, ben, on a déjà ici G de H plus petit que 3/14, divisé par 2. Donc ça fait combien? 3/14 divisé par 2. 1,57. 1,57. Pour H très petit, on a G de H plus petit que ou égal à 57 epsilon. Et donc, vous voyez que si je prends un G de H plus petit que, enfin comment on appelle ça, voilà, si je prends un G de H plus petit ou égal à 2 epsilon, ça suffit. Bon, c'est bon, c'est bon, ça démontre que la limite existe. Ça démontre que la limite existe. Donc la limite quantique, ça tend vers 0. Donc tout dépend de ceci. Donc le tout, c'est de choisir, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un delta. Voilà, ici, l'exercice que j'ai fait ici, voilà, en finalité, il fallait choisir, voilà, un delta bien défini. Ici, il fallait, si vous preniez delta égale epsilon, ben, ça démontrait bien, voilà, ça faisait bien, ça démontre qu'on avait bien x-2 plus petit que qu'epsilon. On choisit le delta de telle manière qu'on prouve bien que si on choisit un delta bien défini, on a qui est ici un delta égal à epsilon, on le choisit correctement de telle façon à démontrer que x-2, si vous prenez x-2 plus petit que delta, vous aurez x-2 plus petit qu'epsilon. Et donc ici c'est un peu la même chose. Voilà, il faut démontrer ça. Il fallait démontrer ça. Donc si quel que soit epsilon positif, il existe delta positif, tel que x est compris entre 0 et delta, ça entraîne que g de x est plus petit qu'epsilon. Or, ici, moi, je vais trouver que le g de x, il vaut quoi? Le g de x, g de h, est plus petit que 1,757 epsilon. Donc, ceci, ça suffit pour dire que la limite existe. Hein. Ça suffit pour dire que la limite existe. Surtout si vous choisissez correctement votre valeur ici. Si vous la prenez par exemple
G de H plus petit que 2 epsilon, c'est valable aussi, donc ça démontre aussi que la limite existe. Mais ça ne calcule pas la limite. Attention, comme je l'ai dit, ça ne la démontre pas. Mais ça vous dit que la limite a une tendance vers 0. Voilà, de la fonction g de h, enfin de l'intégrale de g de h. Alors comment on a établi ça par la mise en place voilà, d'une décomposition où on fait intervenir voilà, le majorant. Le majorant d'un côté et de l'autre côté le epsilon. Alors, en décomposant de 0 à delta et de delta à 1. D'un côté on prend le majorant, de l'autre côté on prend voilà, une valeur aussi petite soit-elle en epsilon. Donc le cœur du problème il est là. Il est ici le problème. Le cœur du problème, une fois que ça s'est mis en place, eh bien, tout le restant se démonte assez aisément. Pour montrer que la limite tend bien vers 0. Et donc, si ça tend vers 0, ben, G de H tend vers 0. La limite existe, voilà, ici, donc l'intégrale 2 tend vers 0. Puisque j'ai démontré par rapport à L égale 0. Et donc, si on prouve que la limite existe, qu'elle vaut 0, voilà, pour l'intégrale I2, c'est-à-dire G de H, l'autre elle vaut pi demi fois F0, qui avait été déjà démontré auparavant, pi demi F0 plus 0 qui a été démontré au travers des limites. Voilà, ici il a été travaillé au travers. Elle a été travaillée au travers des limites, en plaçant un majorant, en la décomposant de 0 à delta et de 1 et de delta à 1. Alors je rappelle que c'est de 0 à 1 l'intégrale. Donc d'un côté on va chercher ici un majorant. Ici on travaille avec le epsilon dans l'intervalle ici. Voilà. Et donc pour démontrer quoi, que G de H est plus grand, je m'excuse, est plus petit que 2 epsilon. On choisit sa valeur 2, hein, 2 epsilon, donc ce qui démontre que la limite existe et qu'elle tend vers 0 parce que j'ai fait par rapport à la définition L égale 0, hein, la limite elle vaut 0, L égale 0. Donc j'ai fait par rapport, j'ai fait f de x moins L, ou plutôt g de x, parce qu'ici c'était g de x, j'ai fait g de x moins L. Voilà, et g de x c'était, le L valait 0. Donc c'est-à-dire, c'est g de x. Par rapport à g de x. Donc je démontre par voilà, ces petites démonstrations que L tend vers 0, et donc ceci a une tendance, enfin a une tendance, une limite qui tend vers 0, voilà, pour ceci. Et donc il reste plus que ceci plus 0, ben, ça fait ceci. Et ceci c'est ce qu'on demande de démontrer. Voilà. La limite quand x tend vers 0 de f de h fait pi demi f0. Et c'est voilà. Donc par décomposition, on a décomposé deux fois. Hein. Je vous rappelle qu'on a décomposé deux fois. Une fois pour créer la fonction f de 0, f de 0 et g de x, pour calculer l'intégrale, pour la décomposer, pour montrer qu'il y en a une qui fait pi demi. Voilà. On l'a décomposé comme ça. Puis il y a une deuxième décomposition qui se fait au travers de limites là. De 0 à delta, mais ça c'est pour g de h. Delta à 1 pour discuter voilà, au niveau de la définition topologique voilà, des limites. On a une existence de limite, mais en prenant un majorant. En prenant un majorant de g de x d'un côté et de l'autre côté en prenant epsilon. Et à partir de là, bon, on démontre que la limite existe et qu'elle vaut 0, enfin, qu'on tend vers 0. Voilà. On n'a pas démontré qu'elle valait 0. On n'a pas calculé la limite, on n'a pas calculé, on démontre qu'on tend vers 0, on a une tendance vers 0. C'est tout simplement ça. Alors H, on l'a pris suffisamment petit, hein, suffisamment petit pour dire que H suffisamment petit pour que l'on ait, si vous voulez, par exemple, c'est un exemple, G de H plus petit que ou égal à 2 epsilon. Et déjà, la démonstration démontre que c'est plus petit que ou égal à 1,57 epsilon.
Mais on peut aller beaucoup plus loin, démontrer que c'est beaucoup plus petit si on prend encore un h beaucoup plus petit. Voilà. Je vous remercie.